Alors, nous allons maintenant quitter Gap pour rejoindre Embrun, où nous ferons la 5e rencontre, Charles Brulard de Genlis, archevêque d'Embrun. Alors, j'ai travaillé sur ce petit fonds ancien qui est stocké à l'heure actuelle dans les combles de l'hôtel de l'île d'Embrun et dont l'origine n'était pas bien connue de l'archiviste. Ça se présente comme ça. En fait, le fonds est conservé en partie dans les combles où sont conservées les archives et en partie dans le bureau de l'archiviste. Alors, c'était important d'essayer de comprendre d'où venait ce fonds et quel était son intérêt, puisqu'en fait, la collègue en savait peu de choses. Donc, le travail a consisté à faire un relevé des provenances qui étaient visibles sur les ouvrages et de compléter le travail par une recherche sur les archives des Hautes-Alpes dans les séries anciennes pour voir si on trouvait des éléments qui permettaient d'éclairer un peu l'histoire de ce fonds. Alors, quelques pistes, mais aujourd'hui, il resterait quand même vraiment à faire un vrai travail d'historien approfondi pour que ce fonds trouve toute sa place et qu'on puisse vraiment le cerner mieux et qu'il puisse trouver sa place dans un projet qui est en cours en ce moment à Embrun, d'un SIAP, donc un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine autour du patrimoine religieux. Donc il aurait toute sa place là. Alors, c'est quoi l'origine de ce fonds? En fait, il a une double origine. D'abord, les confiscations faites à la Révolution française dans les communautés religieuses d'Embrun. Et en fait, l'administration révolutionnaire a ainsi fait des confiscations un peu partout en France, avec l'idée de mettre les biens des ecclésiastiques et des émigrés sous la main de la nation. C'est vraiment la formule qui était utilisée, mettre les biens sous les mains de la nation. Et puis, une deuxième origine, ce sont aussi des confiscations faites à la suite de la promulgation de la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. Et parmi les bibliothèques confisquées à Embrun à la Révolution, l'une est originale. Et je vais commencer par celle-là, et on va remonter un petit peu le temps pour comprendre ce qu'il en est. Alors en fait, il s'agit d'une bibliothèque qui va être appelée de façon différente dans les archives. Elle va être appelée tour à tour bibliothèque de Monseigneur de Genlis, archevêque d'Embrun, bibliothèque du ci-devant chapitre, bibliothèque du ci-devant diocèse, ou encore bibliothèque du clergé. Et pourquoi je vous parle de Charles Brulard de Genlis? Parce qu'il semblerait, là aussi inconditionnel, qu'il ait été l'initiateur de cette bibliothèque au début du XVIIIe siècle. La première mention qu'on en trouve dans les archives, en tout cas avec les recherches que j'ai faites sur le peu de temps que j'ai pu y consacrer, donc la première mention de cette bibliothèque, on la repère en 1714, et elle se trouve dans le testament de Charles Brulard de Genlis, qui précise qu'une pension de 200 livres devrait être payée annuellement par ses héritiers, que sont l'hôpital d'Embrun et le chapitre d'Embrun, pour, je cite, l'entretien, acquittement des charges de la maison où est la bibliothèque. Et cette maison, c'est précisé plus loin, elle est sise à Embrun, paroisse Saint-Vincent, et elle est destinée par le testateur au lecteur de l'Écriture sainte pour la bibliothèque. Donc là, il y a vraiment l'idée d'une bibliothèque constituée. Donc là, c'est deux photos prises où on voit la mention ex-bibliothéca des Domini, des Genlis, à l'usage des ecclésiastiques du diocèse d'Embrun. Et en dessous, c'est ex-bibliothéca Domini des Genlis. Alors la question se pose de savoir si cette bibliothèque qui apparaît en 1714, est-ce qu'elle existait auparavant et est-ce que Monseigneur de Genlis lui a simplement légué une partie de sa propre bibliothèque ou est-ce qu'il a vraiment été le créateur de cette bibliothèque en 1714? Ça, les archives ne permettent pas de le savoir à l'heure actuelle. Alors si c'est vraiment le cas, s'il l'a vraiment créé en 1714, son initiative est assez originale. Donc je vous ai parlé dans les appellations qu'on lui donne, on trouve que c'est parfois marqué bibliothèque du chapitre. Alors, les bibliothèques de chapitre de cathédrale, on en trouve en France beaucoup, et qui remontent au XIIe siècle. Donc, il y a beaucoup d'endroits en France où on trouve
anciennes, 12e, hein, c'est des bibliothèques de manuscrits, qui en général perdurent jusqu'à la fin du 14e, 15e siècle. Et souvent, avec le passage à l'imprimé, ces bibliothèques d'origine disparaissent et parfois certaines sont créées au XVIe siècle. Par exemple, il y en a une très célèbre, celle de Noyon, une très jolie bibliothèque de chapitres. Le bâtiment est accolé à la cathédrale, c'est un lieu qu'on peut visiter. Et moi, j'ai travaillé par exemple sur celle de Bayeux, qui existait au Moyen-Âge, qui a été détruite pendant la période des guerres de révolution de religion, et qui a été recréée, elle, au XVIIe siècle, par un chanoine aussi. Donc c'est une histoire un petit peu similaire. Mais il n'y en a pas tant que ça des exemples de bibliothèques créées à cette époque-là, avec une volonté d'être publique. Donc l'initiative, l'action de Monseigneur de Genlis est assez originale. Mais une fois de plus, on aurait besoin d'en savoir qu'il y ait vraiment une recherche qui soit faite pour en savoir plus. Alors on a quand même quelques éléments dans les archives. Grâce au registre de comptabilité du chapitre métropolitain d'Embrun, nous savons que la bibliothèque s'enrichit entre 1751, donc 40 ans après la mort de Monseigneur de Genlis. On parle de cette bibliothèque encore, et donc entre 1751 et 1770, il y a des livres qui sont achetés à la demande de l'archevêque Bernardin François Fouquet, donc un des successeurs de Charles de Genlis. Et donc cet archevêque demande qu'on achète des livres auprès de libraires parisiens et grenoblois. Et on connaît même le nom du bibliothécaire qui s'appelle le chanoine Pascalis. Ensuite, sur les 20 ans qui suivent, dans la période 1770-1787, la bibliothèque n'apparaît dans les registres de comptabilité que pour des réparations qui doivent y être faites. On ne parle plus d'achat de livres. Donc, ce qui veut peut-être dire qu'elle est mise un peu en sommeil. Et de 1780 à sa mise en vente en 1790, ce qu'on appelle la maison de la bibliothèque est habitée par le chanoine Claude Collot de la Salsette, grand vicaire de l'archevêché d'Embrun. Elle va être acquise ensuite avec les livres qui s'y trouvent par le citoyen Fantin. Et en 1796, ce dernier demande que les ouvrages soient transportés ailleurs. Et la municipalité d'Embrun est invitée à, je cite, faire mettre ces livres dans des caisses pour que nous les fassions transporter ici. Donc voilà, on a envie de se débarrasser de ce qui encombre la maison qu'il vient d'acheter. Donc ça, c'est ce qu'on sait de cette bibliothèque particulière appelée bibliothèque du chapitre, bibliothèque de Monseigneur de Genlis, bibliothèque du diocèse. Mais à l'époque révolutionnaire, il y avait d'autres communautés religieuses à Embrun et qui ont été aussi confisquées. Donc, dans le petit fonds qui est aujourd'hui conservé dans les combles de l'hôtel de ville, on trouve des ouvrages avec la mention des cordeliers ou des frères mineurs. Des ouvrages qui proviennent aussi du couvent des Capucins, qui s'était installé à Embrun en 1633. Et on sait, grâce à ces mentions, que cette bibliothèque disposait d'un catalogue, puisqu'on voit là sur Ouzoui, donc à l'usage du couvent d'Embrun, ex dono donc ça a été donné à l'usage du couvent d'Embrun par le père François, qui est un capucin d'Embrun. Et c'est marqué Adscriptus Catalogo. Donc ça veut dire que les ouvrages sont bien inscrits dans un catalogue. Aujourd'hui, on n'a pas trace de ces catalogues. Donc peut-être qu'ils sont aux archives nationales, peut-être qu'ils ont été perdus définitivement. On trouve aussi des ouvrages qui proviennent du collège des Jésuites. Donc il a ouvert en 1609 et il comprend dès l'origine une bibliothèque avec un catalogue. Là aussi, comme l'attestent les mentions qu'on trouve sur les ouvrages. Donc du collège d'Embrun, du collège de Société des Jésuites d'Embrun, inscrit au catalogue en 1700 par exemple. Alors les Jésuites sont expulsés de France en 1663. Le collège est alors administré par un bureau. Il va fermer ses portes en 1792. On trouve aussi des ouvrages qui proviennent du séminaire, qui est tenu par les Jésuites. En 1671, Monseigneur de Brelard de Genlis a eu le souhait d'établir un grand séminaire à Embrun, dans son palier archiépiscopal. Par la suite, le séminaire a été accolé au collège et la direction en a été confiée à la Compagnie de Jésus. Là aussi, le séminaire comprenait une bibliothèque avec un catalogue dans lequel étaient inscrits les livres achetés ou reçus en don.
et le séminaire Franz Seppert en 1791. Donc je vous ai mis là, j'ai pas beaucoup de photos de bonne qualité parce que les conditions de travail étaient compliquées, pas de lumière, c'était très sombre, donc j'ai pris peu de photos. Et là, c'est deux exemples d'ouvrages qui sont là aussi rares. L'inventaire des deux langues, là, celui qui est ici, par exemple, il n'est conservé que en quatre exemplaires dans les bibliothèques en France, et pas à la Bibliothèque nationale, apparemment. Celui-là, il provient du Collège des Jésuites. Et la lettre 3, là, en fait, c'est une œuvre écrite par Jean de Collet, évêque de Grenoble, une édition du XVIIIe, qui lui provient. Alors c'est là que c'est assez étonnant parce que l'ex libris met ex bibliothéca Domini de Genlis, archevêque d'Embrun. Or il est mort en 1714. Donc c'est étonnant sur un livre de 1752 de trouver la mention de la bibliothèque de Monseigneur de Genlis. Alors c'est certainement le nom qu'on lui a donné. Ça ne veut pas forcément dire que c'est sa bibliothèque personnelle. C'est ça qui est assez troublant. Et donc cet ouvrage lui est conservé dans une bibliothèque municipale, à la Bibliothèque nationale et à la bibliothèque de la Société de Port-Royal à Paris. Donc là aussi, c'est quelque chose, c'est des ouvrages rares. Un ouvrage, une édition du XVIe siècle, donc un dictionnaire d'hébreu, et l'ouvrage ici aux armes de Pierre de Villars, qui était qui a été évêque de Mirepoix, puis archevêque de Vienne. Comment cet ouvrage est arrivé ici, c'est assez mystérieux. Donc là, je vous ai parlé des ouvrages qui ont été confisqués à la Révolution française. Qu'est-ce qu'ils sont devenus après la Révolution? Dans le procès verbal de la séance des administrateurs du district d'Embrun en 1794, il est noté que le citoyen d'Ongois a été chargé de rédiger un catalogue des livres qui sont, alors je cite, qui sont dans les bibliothèques du ci-devant diocèse, dans celle des ci-devant Capucins, dans celle des ci-devant Cordeliers, dans la maison du Laos et dans celle du collège, donc toutes ces bibliothèques que j'ai évoquées devant vous. Si ce catalogue a bien été rédigé et terminé par le citoyen hongrois, il a peut-être été envoyé à Paris, comme le demandait l'administration centrale, mais en fait, on n'en a pas trouvé trace, ni aux archives départementales, ni aux archives municipales. Donc il faudrait maintenant chercher aux archives nationales pour voir si il a été déposé là-bas. Dès 1864, les séminaristes, on a dit que le séminaire a fermé, mais les séminaristes reviennent en 1804, ils sont de retour à Embrun, et ils vont suivre les mêmes cours que des laïcs dans une école secondaire. En 1808, une correspondance entre l'évêque de Digne, le préfet des Hautes-Alpes et le sous-préfet d'Embrun mentionne qu'une bibliothèque ecclésiastique, inventoriée en 1806, sert aux professeurs de l'école secondaire d'Embrun. On peut penser qu'elle est constituée au moins en partie des ouvrages qui ont été confisqués auprès des établissements religieux d'Embrun. Et donc, pour répondre à la demande de l'évêque, pour les professeurs et les élèves, en fait, le sous-préfet va proposer que les livres de théologie soient mis à leur disposition. À partir de 1830, l'ancien couvent des Bénédictines est transformé en petit séminaire qui va comprendre aussi une bibliothèque. Donc là, on peut penser aussi, tout ça c'est encore un peu des suppositions parce qu'il y aurait besoin vraiment de travailler plus en profondeur et de façon plus comme un travail d'historien pour être sûr de tout ça. On peut penser que cette bibliothèque est formée de ces ouvrages qui ont été légués de ces ouvrages qui ont été confisqués à la Révolution. Et aussi plus tard, 30 ans plus tard, Monseigneur de Péry, l'évêque de Gap, va léguer sa bibliothèque au petit séminaire. Et ça, on le sait parce qu'en fait, on retrouve le cachet de Monseigneur de Péry sur certains ouvrages, et sur d'autres, on retrouve un cachet du petit séminaire d'Embrun. Alors, je vous ai parlé d'une deuxième vague, toujours pareil, pour remonter que ce fonds qu'on a trouvé dans les combles, en fait, comment l'histoire en fait, est un peu compliquée, parce que tout est arrêté finalement par la deuxième vague de confiscation en 1905 de la bibliothèque du petit séminaire d'Embrun. Donc, la dite bibliothèque
si on remonte, constituée des confiscations révolutionnaires, de la collection de Monseigneur de Péry, de la collection de Monseigneur de Genlis. Je ne vous ai pas trop perdu là? Ça va? Vous suivez à peu près? Alors, c'est vrai que je suis assez détaillée là-dessus parce que cette bibliothèque m'a interpellée, parce que son histoire est un petit peu compliquée. Donc, la loi de séparation des églises et d'État va entraîner la fermeture du petit séminaire en 1905 et la confiscation de tous ses biens, donc y compris la bibliothèque. Et là, il va y avoir une histoire, tout le monde va un peu s'arracher cette bibliothèque, alors en gros, personne ne s'en occupait vraiment, et à partir du moment où l'État décide de confisquer, hop, tout le monde commence à s'y intéresser et veut la récupérer. Donc en 1907, le sous-préfet d'Embrun est chargé de rédiger un inventaire de la bibliothèque du petit séminaire, et à l'époque, elle est quand même assez riche, elle comprend 2 manuscrits, environ 5000 ouvrages, des brochures, des journaux, un herbier et un herbier. Par un arrêté du 29 décembre 1908, le ministre de l'Instruction publique décide le dépôt, je cite, des documents, livres et manuscrits qui composent la bibliothèque du petit séminaire d'Embrun dans les bibliothèques de Grenoble, de la ville et de l'université de Grenoble. Pas question de le laisser sur place. Ça part à Grenoble, même pas à Gap, à Grenoble. Un second arrêté daté du 25 mars 1909 complète cette décision, et alors ça soulève des protestations très vives de l'archiviste, du sous-préfet, du maire, tout le monde s'y met, et il y a un échange de correspondance très conséquent pour essayer chacun de défendre sa position, de dire je vais les garder, c'est pour moi. Non, alors Grenoble aussi bien sûr s'y met, non, non, c'est pour nous, donc voilà, tout le monde va s'y mettre et on va échanger un certain nombre de courriers, qui reste bien sûr très poli, mais où les choses sont dites. Donc entre 1908 et 1911, le sort de la bibliothèque du petit séminaire va être âprement débattu. Le ministre de l'Instruction publique, le préfet de Lausanne, l'archiviste, le conservateur de la bibliothèque de la ville de Grenoble et le recteur de l'académie de Grenoble, tout le monde échange des courriers. Après avoir pris connaissance de l'avis des instances locales et des délibérations du conseil municipal d'Embrun qui veut créer une bibliothèque, donc il va falloir qu'il se démène, trouver un local, pour qu'il y ait des conditions à peu près correctes pour abriter ce fonds. Le ministre de l'Instruction publique revient sur sa décision de déposer dans les établissements grenoblois la totalité de la bibliothèque. Et par un arrêté ministériel du 5 avril 1911, il fixe des nouvelles modalités. Je cite: « J'ai l'honneur de vous informer que je viens d'affecter à la bibliothèque que constitue la municipalité d'Embrun un certain nombre d'ouvrages, il ne précise pas combien, ayant appartenu à l'ancienne école secondaire ecclésiastique de cette ville, mentionnée dans l'état ci-joint. Je vous serai très obligé de prendre de concert avec le maire de Grenoble des mesures immédiates pour faire enlever les autres ouvrages et documents provenant de l'établissement ci-dessus désigné, qui devront être répartis selon les instructions antérieures entre la bibliothèque de l'université et la bibliothèque de la ville de Grenoble. » C'est ce qui va être fait, et fin mai 1911, les documents sont répartis dans les différentes bibliothèques. Mais que devient cette bibliothèque confisquée en 1905 et qui était censée constituer une bibliothèque municipale, enfin communale, à Embrun, après 1911? Qu'est-ce que ça devient? En fait, on ne sait pas grand-chose de la bibliothèque communale entre 1911 et les années 90. Est-ce qu'il y a eu réellement une bibliothèque communale? Ou est-ce que le fonds est resté à pourrir gentiment? Et vu l'état dans lequel il est aujourd'hui, on pourrait le supposer. Et est-ce que donc ces instructions du ministère sont restées lettres mortes? Ce qu'on sait, c'est qu'en 1992, la bibliothèque municipale d'Embrun conservait, je cite, des livres de grande valeur et que des ouvrages anciens étaient entreposés pêle-mêle dans les greniers de l'hôtel de ville. À cette époque, l'archiviste municipal va s'atteler avec quelques bénévoles au dépoussiérage, au classement et au catalogage sommaire de ces ouvrages. Et en fait, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui. Mais alors, 5000 ouvrages dans l'inventaire 1905. Aujourd'hui, il y en a 2150. On sait qu'il y en a environ, à Grenoble, ils ont repéré moins de 700. À la bibliothèque universitaire de Grenoble, les collègues qui ont été contactés nous ont dit qu'elles en avaient repéré 1 ou 2. Voilà. Qu'est devenue cette collection? Il y a eu une déperdition. C'est vraiment mystérieux. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a quand même des vestiges de cette bibliothèque du petit séminaire d'Embrun à la médiathèque de Cézanne,
Monseigneur de Périaga. Donc je vous disais à la Bibliothèque d'études et de patrimoine de Grenoble et à la Bibliothèque universitaire de Grenoble-Alpes. Voilà. Mais c'est en fait tout ça reste quand même un peu nébuleux et on aimerait en savoir plus de cette bibliothèque. Donc aujourd'hui, le catalogue qui a été fait en 1992 n'était pas de très bonne qualité. Par exemple, il n'indique pas du tout toute la notion de provenance, tout ce que je vous disais là tout à l'heure, toutes les marques qui sont importantes, parce que c'est celles-là qui permettent de savoir d'où viennent les ouvrages. Et puis il y a beaucoup d'erreurs, des titres en latin qui n'ont pas été bien compris. Donc il faudrait reprendre vraiment le catalogue et sauvegarder ce fonds qui n'est pas conservé dans de bonnes conditions et qui est intéressant.